Terre de café, Delonghi et Britta présentent à l'origine les voyages de Christophe Servel à la recherche des plus beaux cafés. Nous, on répond toute la journée à des questions simples. C'est bio, c'est pas bio, c'est durable, c'est pas durable. Et expliquer la durabilité chez Alero, c'est un sujet complexe. Et en fait, ça m'a pris une semaine pour comprendre. Il existe au Costa Rica une ferme qui cultive du café depuis plus de 200 ans. Elle s'appelle Volcan Azul et le café y pousse depuis que la famille Castro s'y est installée. Si les cafés de Volcan Azul sont si bons, c'est qu'ils profitent d'un microclimat propice à leur développement, avec des nuits fraîches et des journées douces. S'ils sont si bons, c'est aussi parce que celui qui les cultive, Alero, est devenu un véritable expert du traitement du café après sa récolte. Christophe le rencontre en 2015 alors qu'il est à la recherche de café à présenter au prochain concours qui rassemble chaque année l'industrie du café de spécialité. C'est d'ailleurs avec un des cafés d'Alero Castro que les baristas Pierre de Chanterac et Marie Picoche gagnent les championnats de France de café en 2021. Mais au-delà de la qualité des cafés, c'est d'abord la vision de la durabilité du producteur qui marque Christophe. Depuis leur rencontre, il se rend chaque année à Volcan Azul et raconte, en compagnie de Pierre qui a découvert la ferme en début d'année 2022, ce qui fait de la ferme d'Alero l'une des plus belles au monde. En 2015, je commence à avoir une petite idée de la manière dont j'ai envie de travailler, à force de voyager. Et j'ai une petite idée des partenaires avec lesquels j'ai envie de travailler. Et puis il se trouve qu'à cette époque-là, on travaillait avec une boîte qui s'appelait Rio de Jorco. On avait fait un de nos premiers micro-lots. Et ça se passait pas bien du tout chez eux. Jimmy, le patron, il avait un petit peu d'âge, il était plus souvent à Miami que dans sa ferme. Il avait mis un gestionnaire qui piquait dans la caisse. Enfin bon, c'était pas bien tenu, pas bien dirigé. C'est dommage parce que c'était vraiment une jolie ferme. Et donc moi j'avais envie au Costa Rica de trouver vraiment un partenaire avec lequel on pouvait développer du business. C'était ça l'enjeu. Quand on a une exigence en qualité et qu'on arrive et qu'on nous fait queuper dans des bols en plastique et des cuillères en plastique, il y a quand même un problème, c'est-à-dire qu'ils dévalorisent leur travail. Alors même si on a le recul pour le savoir, ça jette un petit froid et c'est important. Alors ça a évolué depuis, il y a 7 ans de ça. Tous les producteurs sont mieux formés, mais c'était tellement dommage. Et du coup, si on a à faire des choix, ça rentre en ligne de compte. C'est peut-être idiot, mais c'est vrai que ça a fait partie de nos choix. Donc finalement, on s'est arrêté à Volcan Azul et on a rencontré quelqu'un d'extraordinaire en la personne d'Alero Castro. En fait, il y a 3/4 d'heure entre San José et la ferme Volcan Azul. Donc c'est très peu. Et il y a 1/4 d'heure où on est un peu dans la campagne. Tout le reste, c'est de l'autoroute, en fait, de la grande route, on va dire, avec beaucoup de voitures. Et on se rend compte que la ville s'étend dans les campagnes et qu'il y a de moins en moins de campagnes, en tout cas dans cette partie-là. Quand on est en haut de la ferme et qu'on regarde la vallée, il y a que des baraques, quoi. Ce qu'on ressent, c'est que cette ferme-là, déjà, elle est ancienne, elle a plus d'1 siècle, et qu'on y a toujours fait de la qualité. Les Castro ont plusieurs fermes, ça, c'est leur ferme où on fait de la qualité. Et ce que je sens aussi surtout, c'est que Alero Castro, qui a fait des études de droit, qui devait être avocat, lui, il a choisi de faire ce métier-là. C'est sa passion, il est là tous les jours, il est à fond, il veut faire beaucoup mieux que son papa. Il me l'a pas dit, il me l'a jamais dit, mais moi je l'ai senti tout de suite, quoi. Et quand quelqu'un en 2012, donc là on est vraiment un peu dans la préhistoire du specialty, commence à mettre des geishas dans sa ferme, c'est que le mec déjà à cette époque-là, il était à l'écoute de tout ce qui se faisait dans le café de spécialité. La petite veille qu'on a fait avant le départ, c'était de savoir dans les fermes au Costa Rica qui avait eu des récompenses. Online, lui, on a vu qu'il avait eu plusieurs Cup of Excellence, avec un geisha d'ailleurs, et on s'est dit tiens, ça fait partie des trucs. Donc avant, j'envoie des mails partout, il y a des gens qui répondent pas, il y a des gens qui répondent, il y a des gens qui annulent au dernier moment, il y a des gens qui ont entendu parler, qui nous invitent entre-temps, ça c'est les petites surprises. Mais voilà, c'est tout ce qu'on sait, je sais rien de plus, quoi. C'est de la découverte. Et là, moi, les voyages que je fais à l'époque, c'est de l'Éthiopie. Et là, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, il y a des caféiers partout.
mais il n'y a pas d'arbres, quoi. Je me dis, oulala, où suis-je? On avait déjà vu ça au Costa Rica, mais là, il n'y a vraiment pas un arbre. Alors, il y a plein d'arbres, sont des caféiers, faut pas l'oublier, hein, ça. On dit souvent, d'ailleurs, oui, les caféiers sont des arbres, donc ça joue un rôle aussi, surtout dans la captation de CO2. Mais là, il n'y a pas d'arbres et c'est vraiment, il y a une densité au mètre carré qui est assez impressionnante. Et c'est vrai que à première vue, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être pas là, ça fait pas rêver, quoi. Effectivement, quand on est arrivé, moi, je suis content de dire tout fier, ouais, nous on cherche des producteurs qui travaillaient sur le long terme, de manière exclusive. Et là, effectivement, Alero, il me regarde et il me répond pas, quoi. Il dit qu'il veut d'abord faire connaissance, quoi. Il a ce look un peu de gaucho, là, un peu à la sud-américaine, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a souvent un petit pantalon à pince, donc ça dénote un peu, quoi, entre le chapeau, les godillots terreuses et son petit pantalon à pince. Je crois que ça résume bien le truc, quoi. C'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins entre la ville et la campagne. Mais c'est important de souligner quand même qu'il est là les 3/4 du temps dans sa ferme. Il vit dans sa ferme, seul, il dort là-bas, il a son bureau là-bas. C'est quand même plus un fermier qu'un gentleman citadin. C'est vrai que lorsqu'on arrive à Volcán Azul, on n'est pas frappé par des signes extérieurs de durabilité. Surtout quand on s'est fait une idée de la durabilité en Éthiopie, qui passe surtout par un système agroforestier complexe. Là-bas, c'est pas la complexité du système agroforestier qui nous saute aux yeux. Et de la même manière où j'ai dit à Alero, je veux un partenaire exclusif pour la France, je lui ai dit, il n'y a pas beaucoup d'ombre, quoi, chez toi. Et nous, on aime bien pouvoir parler de durabilité, c'est important dans nos critères de sourcing. Là, il m'explique que la durabilité, ça n'est pas forcément que les arbres. Donc, je le remercie de m'expliquer, je le savais un petit peu, mais il m'explique que lui, il a une autre stratégie de la durabilité. C'est une stratégie plus complexe et qui est adaptée à son pays et à sa région. C'est lui en premier qui m'a fait comprendre que la durabilité, elle est différente en fonction d'un micro-terroir par rapport à un autre, d'une région par rapport à une autre, d'un pays par rapport à un autre, d'un continent par rapport à un autre. Lui, sa stratégie, il m'a dit, moi, c'est plein de critères qui me permettent d'être durable. Donc, je lui demande de continuer et il me dit, la première des choses, c'est nous, on fait de la conservation. Nous, on habite dans un pays avec une pression immobilière constante et même si les forêts sont ultra protégées chez nous, il faut bien loger les gens. Il faut bien donner de la place aux industries, au développement économique. Et donc, la forêt, elle diminue. Donc moi, ce que je fais, une famille, on a un petit peu d'argent. Dès qu'on peut, on achète des montagnes, des hauts de montagne, et on les sanctuarise. Donc tout ce qu'on voit de Volcán Azul, qui est sur les pentes du volcan Poás, qui est un lieu très touristique, ça, c'est à la famille Castro. Et ça bouge pas. On peut prendre des chevaux, aller dans la montagne. Là, il y a des sources. L'eau qui vient dans la vallée, elle vient de là. Ça, c'est protégé. Pas mal. Donc là, ça commence vraiment à être intéressant. On ne peut pas arrêter les herbicides du jour au lendemain. Donc, on en met de moins en moins. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, nous, il en utilise très très peu et on voit les fleurs qui reviennent, les lianes, les mauvaises herbes, etc. Il emploie plus de gens pour couper. Donc, il y a une démarche progressive et on peut pas faire du bio du jour au lendemain. Lui ne pourra jamais faire du bio. Il est dans une région où il y a les plus fortes attaques de rouille. Donc, c'est impossible. C'est-à-dire que si demain, Alero Castro met des arbres et arrête de traiter la rouille, il n'y a plus de café. Donc, il y a d'autres manières d'être durable. Ils ont une autre ferme à Osa Peninsula, qui est l'endroit le plus biodiversifié au monde, où là, effectivement, il a une énorme ferme de basse altitude, où il a planté des cacaoyers, qui était une ferme qui n'était pas productive. Là, on plante des arbres, il commence à cultiver du cacao en agroforesterie. Et là aussi, c'est une énorme ferme de conservation. Donc pareil, on part du bas de la ferme, on monte en haut, c'est une balade qui dure pendant des heures, et ça ne bouge pas, ils sont très impliqués. Alero m'a pris au sérieux. Enfin, en tout cas, il a commencé à me prendre au sérieux. Lorsqu'il m'a dit, ouais, on fait de la conservation aussi à Osa Peninsula, j'ai dit, ok, on y va alors. Et moi, j'y allais pour le plaisir et puis pour voir, mais lui, il s'est dit, lui, il veut tout contrôler, quoi. Il veut voir si ce que je lui raconte, c'est vrai.
Et ce qu'il me raconte, c'est vrai. Alors, Osa Peninsula, c'est une presqu'île au sud. C'est une péninsule au sud du Costa Rica. C'est extrêmement préservé. Donc là, on est en basse altitude. Donc il fait assez chaud. Mais c'est des forêts, c'est des petites propriétés agricoles. C'est une côte un peu accidentée, c'est magnifique. Là-bas, ils ont une ferme en bois sans électricité. L'eau courante est là depuis peu. Donc on est au milieu de la jungle. On a du mal à s'endormir le soir parce qu'il n'y a pas de fenêtre, c'est des moustiquaires. Et donc, il y a les hurlements de la jungle, quoi. C'est pas un bruit de jungle, ça hurle, quoi. Le soir, entre les insectes, les oiseaux, les singes, on est dans la jungle, quoi. C'est inoubliable. Alors, c'était le début pour lui de tous les expérimentations en fermentation. Et là, je vois les Honey Process, les fameux Geisha Honey Process avec lesquels il a eu la Cup of Excellence, si je me trompe pas. Je vois ça et surtout, je vois des tracteurs de cerises magnifiques. Les pickings sont sublimes. Tout est processé dans les règles de l'art. Il y a encore quelques années, en fait, la fermentation, pour nous, le travail des fermentations, c'était pas du tout un travail sur les profils. La fermentation, c'était comment se débarrasser au plus vite du sucre qui est autour de la cerise pour cesser les fermentations. Ça, c'était la manière dont on travaillait avant. Et aujourd'hui, la fermentation, c'est un vrai travail et on va travailler sur les profils des cafés. Une des ruptures dans le café de spécialité, dans ce qui se passe à l'origine, c'est ça, quoi. C'est le travail des fermentations. En réalité, avant, le travail des fermentations n'existait pas. C'était un passage obligé, il fallait qu'on s'en débarrasse le plus vite possible. Moi, je vais tous les ans là-bas, quasiment maintenant. À chaque fois que je viens, il y a des nouveautés. Et à chaque fois qu'on cup les cafés, on est sur le cul, vraiment. Ce qui est intéressant avec Alero, c'est qu'il expérimente, il note tout, il a une démarche scientifique sur le process, et il est capable de les reproduire à grande échelle. Et pour le café de spécialité, pour notre industrie aujourd'hui, c'est un des enjeux. C'est d'avoir des très bons cafés en grand volume. Et si en plus on peut avoir des cafés d'exception en grand volume, ben c'est aussi un des enjeux qu'on aura à mener ces 10 prochaines années. Et Alero fait partie de ces acteurs-là. Il a le savoir accumulé, la connaissance qu'il a produite lui-même en fait à sa ferme. Il est prêt, selon nous, à être un des acteurs majeurs dans le specialty, en tout cas au Costa Rica, ça c'est sûr, en Amérique centrale pour les 10 années à venir. Alero a cette particularité qu'il travaille aujourd'hui plus de 40 variétés botaniques différentes. Donc imaginez 40 cépages chez un vigneron, c'est énorme. C'est la même chose, voire encore plus de travail pour un fermier dans le café. Il expérimente pour avoir des profils de tasses différents, avoir un portefeuille de goûts aussi large que possible. Et donc la variété SL28 a cette particularité qu'elle exprime une forte acidité et des notes de fruits rouges, de fruits noirs assez marquées. Il se trouve que, en plus de ce choix de variété, il a opté pour un choix de fermentation innovant, puisque j'ai choisi un café qui avait une fermentation en anaérobie à chaud. Traduction, des cerises de café entières placées dans des bidons en anaérobie, donc avec une opercule qui permet à l'oxygène d'être chassé par le gaz carbonique produit naturellement lors de la fermentation. Donc en anaérobie pendant 5 jours. À une température moyenne de 27 degrés. Tous ces détails techniques font que s'opèrent dans la fermentation certaines dégradations enzymatiques, sont favorisés certains acides, et ça apporte un profil de tasse extrêmement singulier. Et donc finalement, cette tasse, c'était la synergie du terroir d'Alero Castro, ce riche terroir, cette nature, qui apporte cette pâte chocolatée, cette douceur, cette finesse, le mélange de cette variété botanique apporte cette acidité, cette puissance, et tout ça a été magnifié par un procédé de fermentation sur mesure qui a donné beaucoup d'équilibre et beaucoup de profondeur à la tasse. C'était pas un choix difficile que de partir avec ce café, c'était une évidence pour nous parce que simplement la tasse était extraordinaire. J'ai passé une semaine avec Alero, je suis arrivé au meilleur moment puisque cette année la récolte était précoce, donc j'y ai passé une semaine mi-février. D'habitude, on est encore dans le plein de la récolte. Là, la saison a démarré en décembre alors que normalement elle démarre en janvier.
Et les dernières cerises de café ont été récoltées mi-février, alors que normalement, elles sont récoltées en avril. Donc, je suis arrivé au moment où il y avait déjà des cafés à goûter, des cafés à queuper, puisque les premières récoltes étaient déjà prêtes. Mais aussi au moment où il y avait encore des cerises sur arbre, et donc des process de fermentation à piloter avec Alero. L'objectif de cette semaine, c'était de renforcer le partenariat que Terre de Café a avec Volcan Azul, et d'échanger sur les process de fermentation, de jumeler les attentes que nous, baristas, torréfacteurs, consommateurs, avons, spécifiquement avec l'angle des compétitions, de l'international, du haut niveau, avec la réalité de ce que fait Alero dans sa ferme. Avec une même variété, par exemple, chez Alero Castro, il va faire 3 à 6 process de fermentation, et on va se retrouver avec des profils de tasse vraiment très différents. Donc c'est aujourd'hui un vrai levier pour un fermier, pour ajouter de la valeur à son matériel végétal. Il travaille énormément, et Alero le dit lui-même, 50% du travail se fait à la ferme, se fait sur le soin qu'il apporte à ses caféiers tout au long de l'année, faire en sorte qu'ils aient suffisamment de nutriments, qu'ils aient la bonne exposition, qu'ils aient pas trop de vent, donc c'est pour ça qu'ils plantent des arbres, etc. Mais une grosse partie du travail, ensuite, va se faire sur la fermentation. Alero a coutume de dire, et c'est ce qu'il nous disait cette semaine, 50% la ferme, 25% le process, et pour lui, 25% la torréfaction. Alero, pour moi, il s'inscrit pleinement dans son terroir quand il fait des fermentations, parce qu'il utilise des levures et des bactéries qui sont endogènes à sa ferme. Quand il va faire ses fermentations anaérobiques, cultiver lui-même ses levures, c'est-à-dire faire ses premières fermentations, garder le jus de fermentation et le réutiliser dans les fûts suivants. Et il fait ça pendant toute la période de récolte et de process. J'avais déjà rencontré Alero, mais aller sur la terre d'origine de ce café de championnat, pour moi, c'était particulier. J'avais à cœur aussi de comprendre les enjeux complexes de durabilité chez lui, parce que nous, on répond toute la journée à des questions simples. C'est bio, c'est pas bio, c'est durable, c'est pas durable. Et expliquer la durabilité chez Alero, c'est un sujet complexe. Et en fait, ça m'a pris une semaine pour comprendre la réalité de la complexité de ça chez lui. Je suis très fier de ce qu'a accompli Christophe pour ça, et de ce que fait Terre de Café, de ce que soutiennent nos clients. Tout ça, ça va dans le même sens. C'est qu'on a un vrai impact positif chez lui. On fait partie, pour en avoir discuté avec lui, des rares, voire des seuls torréfacteurs à avoir ces exigences de durabilité, de respect des sols, de respect du vivant, d'aller vers plus d'indépendance au regard des produits chimiques, des intrants, des phytosanitaires. Et on ne regarde pas que la tasse. Le café de spécialité repose uniquement, rappelons-le, sur l'évaluation sensorielle d'une tasse. Donc on a cette responsabilité en tant que torréfacteur de choisir des filières d'approvisionnement qui sont vertueuses, pas uniquement sur le profil de tasse. Aujourd'hui, on a le privilège de travailler avec des fermiers qui produisent des cafés d'exception, et on estime collégialement qu'il en va de notre responsabilité de privilégier ces fermes, de les soutenir, de mener des projets au long cours avec eux pour ériger et pour sélectionner des cafés de compétition qu'on sera fier de représenter sur une scène nationale ou internationale. Et j'ai choisi cette année pour les championnats de France et ensuite les championnats du monde un café de la ferme Volcan Azul d'une variété SL28, donc une variété à l'origine kenyane développée au Kenya. Si on a accès à ces cafés-là, c'est parce qu'on n'achète pas que ces cafés-là avec Alero. Donc déjà, on a une relation exclusive effectivement pour la France. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les fermiers ne gagnent pas leur vie avec les cafés de concours. Ils gagnent leur vie avec des lots plus importants. Donc la base du partenariat avec Alero, elle est faite sur des cafés comme les Volcancito, et les Caturra, et même les Bourbons Pointus, on en achète beaucoup maintenant. Et c'est parce qu'on achète des cafés en quantité qu'on a accès au nanolo. C'est ça la logique.
Alors ça a changé. Moi, je me souviens au tout début, je pouvais aller dans n'importe quelle ferme, de dire vas-y, tu me vends ton meilleur café, et le mec, s'il avait pas un acheteur, il était content, il le faisait. Il y avait pas de logique économique là-dedans. C'était juste les mecs étaient contents déjà qu'on lui achète du café. Aujourd'hui, c'est différent et c'est beaucoup plus responsable de travailler comme ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, on consolide nos partenariats et les volumes qu'on fait avec les producteurs avec lesquels on travaille depuis longtemps. Et c'est ça qui permet déjà de faire du long terme, et c'est ça qui nous donne accès au meilleur lot de café. C'est une relation qui s'inscrit dans la durabilité. À l'origine remercie Brita et Delonghi pour leur soutien à la filière du café de spécialité en France. À l'origine est un podcast produit par Terre de Café et lefiltre.fr. Il a été réalisé et raconté par Stéphane Guinet et monté par Florence Ovestre avec les musiques de Yok Mok. Les extraits sonores proviennent des vidéos réalisées par Fabrice Le Seigneur pour Terre de Café.